manière, d'autres voies de renforcement des capacités, puisque les expertises que nous avons à notre niveau permettent cette ambition que nous sommes donnée, puisque ça fait plusieurs années que nous évoluons dans le secteur en tant qu'experts, consultants, formateurs. Et nous voudrons vraiment, sur la base des possibilités technologiques qui existent aujourd'hui, à permettre aux institutions d'accéder à la connaissance pour pouvoir améliorer. Puisque de notre expérience, on connaît l'importance de la formation, des actions de renforcement des capacités, mais nous connaissons aussi les difficultés des institutions à financer de manière autonome, stratégique, les actions de renforcement des capacités. Et nous avons pris le pari du fait de dire que si on propose des services de renforcement des capacités, de coaching en ligne aux institutions, ça va permettre d'allier cette exigence-là de former, mais aussi l'insuffisance des ressources en matière de formation. Et depuis plusieurs années que nous avons commencé, nous sommes agréablement surpris par la disponibilité des institutions à répondre à nos différentes propositions. Et cet après-midi encore, la preuve est faite que c'est une opportunité réelle pour les institutions. Merci pour votre présence. Donc comme je le disais, nous avons mis non seulement l'accent sur l'utilisation de la technologie en ligne pour faire les séances, pour proposer nos offres, pour diffuser nos offres, mais aussi c'est le pari, comme nous le disons dans notre slogan, c'est toutes les expertises à votre portée, c'est de pouvoir aussi mobiliser des expertises de renom à mettre à la disposition des institutions. Et la présence de M. Kissou aujourd'hui témoigne encore de cette capacité que nous avons et nous voudrons vraiment remercier pour sa présence et sa disponibilité à nous accompagner. Alors, nous avons plusieurs offres, notamment en matière de formation. Nous avons les ateliers de formation en ligne qui sont classiques, qui permettent de mettre en contact les participants à un formateur et sur une thématique très précise, puisque nos ateliers, généralement, nos affaires ne durent maximum 4 heures pour aborder des thématiques, des sous-thématiques de thématiques de manière détaillée. Et nous avons aussi les affaires masterclass qui sont dans le même registre que les affaires, mais qui permettent d'avoir une expertise de renommée internationale. Nous avons les affaires PAC qui sont des affaires, plusieurs séries d'affaires, donc vous pouvez le faire en trois affaires, 3 séances, 4 séances. Et de plus en plus, nous proposons aussi les affiliés, comme nous appelons, c'est des ateliers de formation en ligne en interne, donc dédiés spécifiquement à une institution qui en fait la demande. Donc, cette possibilité, c'est d'avoir une formation en ligne pour votre personnel en tenant compte des réalités de vos institutions. Et nous avons vu un intérêt grandissant ces derniers mois pour ça et on voudrait vraiment remercier les institutions qui nous font confiance. Il y a aussi la dernière opportunité que nous avons, le dernier service, c'est les ateliers de formation en ligne, en présentiel, pardon, et qui offre aussi de manière physique directe avec un formateur la possibilité d'apprendre toujours, mais en ayant toujours cette exigence de vraiment changer, de faire un transfert de compétences, mais de manière à ce que ça ne soit pas trop cher toujours pour les institutions. Donc, nous avons vraiment une diversité d'offres qui peut, suivant les besoins, les compétences, les capacités des institutions, leur permettre d'atteindre les objectifs de renforcement des capacités. Et nous couvrons pratiquement tous les domaines de gestion des institutions et nous sommes à l'affût des nouveautés que nous proposons aux institutions de microfinance. Alors, pour participer à nos activités de formation, c'est de manifester l'intérêt si cela vous dit, mais c'est aussi de répondre à nos offres que nous diffusons sur nos différentes
plateformes et réseaux. Et vous avez la possibilité de payer en fonction d'où vous êtes en utilisant plusieurs moyens de paiement. Nous offrons cette possibilité. Et nous offrons aussi, si l'effectif est important, des réductions pouvant aller jusqu'à 10% par inscrit. Alors, notre prochain appel, c'est sur le coaching, c'est comment amener les équipes à être plus performantes, parce qu'on le constate souvent, l'évolution des performances des institutions évolue souvent en temps de scie. Or, le personnel n'a pas changé. C'est le personnel qui était performant il y a quelques années qui devient juste du jour au lendemain comme performant. Et on pense que ce n'est pas la capacité, les compétences qui manquent, c'est peut-être la gestion de l'équipe. Donc, nous offrons cette possibilité avec notre affaire qui est prévue pour le 25 juillet. C'est demain la fin des inscriptions. Et nous serons heureux de vous accueillir si vous êtes intéressés. Notre prochaine affaire, c'est à Cotonou, sur le contrôle de gestion. C'est une des fonctions aujourd'hui en cours d'installation dans les institutions. Pendant longtemps, cette fonction n'était pas courante. Maintenant, cette fonction regarde des besoins aussi d'une bonne gestion des ressources, au-delà de la gestion des crédits de l'épargne, comment utiliser les actifs de manière rationnelle pour avoir plus de performance. Donc, nous proposons ça avec un expert de plus de 30 ans d'expérience qui va, pendant 3 jours, partager son expérience avec les participants. La clôture des inscriptions est pour le 24 juillet. Nous serons heureux de vous recevoir vos agents, vos collaborateurs à cette séance. Alors, pour bien profiter de cet après-midi, il faut que vous puissiez être dans les bonnes conditions. Quand nous parlons de bonnes conditions, c'est quoi? C'est au moins être quelque part où vous êtes isolé pour ne pas être perturbé par le bruit extérieur. Si vous avez des questions, levez la main ou bien utilisez la boîte de messagerie. Nous allons relayer ça à notre intervenant. Et nous vous invitons réellement pour profiter de cet après-midi. C'est vrai que ça va être un peu court, mais c'est quand même un début, puisque nous allons dans les prochains jours proposer peut-être des offres plus détaillées, plus approfondies sur cette thématique d'affacturage. Mais si vous avez des préoccupations ici, c'est le moment de les poser pour que notre intervenant puisse vous apporter sa contribution. Une fois encore, merci. Alors, Monsieur Kissou, qui est le principal intervenant de cet après-midi, il est cadre de banque, il a plus de 15 ans d'expérience et il a accompagné plusieurs institutions financières de financement sur des financements structurés, pardon, et qui est très au courant des questions liées à la facturage. Et la séance va se dérouler sous forme d'entretien. Donc, il va répondre à des questions que je vais lui poser. Mais à la fin, vous allez intervenir aussi pour poser vos préoccupations si vous en avez. Une fois encore, merci à tous pour la présence. Monsieur Kissou, vous êtes là. Vous m'avez écouté jusqu'à maintenant. Oui, bonsoir, je suis là. J'espère que vous m'entendez. OK. Vous pouvez activer votre micro, votre caméra si vous le voulez. Hein. D'accord, je pense que c'est fait. Pour le micro, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très bien. Je vous entends très bien. J'espère que c'est la même chose chez ceux qui nous écoutent. Oui. Alors, pour faciliter un peu la séance, bien sûr, les autres participants ne peuvent pas activer leur caméra, mais les micros sont ouverts. Vous pouvez les activer pour poser vos préoccupations. Mais pendant les échanges, si vous n'avez pas la parole, ça ne va pas être très bon que d'activer les micros. Alors, je viens de la présentation de vous. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre présentation pour permettre à nos participants de bien vous connaître? Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je remercie
FSH Expertise pour son invitation et ainsi que pour la présence de tous à cette séance. Mon bonjour est partagé. Alors, je suis Léandre Kissou, professionnel de la banque. J'interviens principalement dans l'accompagnement et le financement d'entreprises corporées, des PME, PMI, d'institutions financières comme les IMF, les établissements de crédit, et également dans les financements souverains, c'est-à-dire l'État et les structures publiques, les démembrements étatiques. Donc, à ce titre, j'ai participé au financement de plusieurs entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité tels que le commerce, l'industrie, les télécommunications, les BTP, les services. Et j'ai aussi exercé dans quelques banques de la place, principalement au Burkina Faso. Donc, je suis très ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur un outil de financement qui est encore très peu développé dans notre sous-région, qui est la facturage, mais qui ouvre désormais de très belles perspectives, surtout pour les IMF. Merci beaucoup, Monsieur Kissou, pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir exactement de la facturage comme service financier pour une institution financière? OK. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la facturage est une technique de financement, c'est un mode de financement par laquelle une entreprise cède ses factures impayées, donc ses factures non encore payées, à une institution financière qui est appelée le facteur. Donc, c'est une forme de financement qui est basée sur la cession de factures. En échange, l'institution financière lui verse en contrepartie le montant des factures, bien évidemment, un pourcentage du montant des factures qui tourne autour de 70-80% en attendant l'échéance de paiement des factures. Alors, lorsque le payeur final, le client règle la facture, le facteur, qui est l'institution qui a prêté, qui a avancé les fonds, récupère les différents règlements et procède au remboursement du crédit qui a été octroyé, bien évidemment en prélevant ses intérêts et ses commissions. Autrement dit, la facturage permet de transformer les ventes réalisées, mais non encore payées, non encore encaissées. Okay. Donc, il répond à un problème fréquent de nos PME qui est basé sur la trésorerie. Alors, on les entend généralement dire « j'ai vendu, je n'ai pas encore été payé, j'attends mes paiements ». Cela crée effectivement des tensions de trésorerie à leur niveau, vu qu'elles ont de la créance et elles ont des factures en attente de paiement. Alors, la facturage vient en solution pour apporter effectivement une solution de trésorerie à nos clients. Alors, pour une IMF, la facturage représente beaucoup plus qu'un nouveau produit. Alors, c'est un levier très stratégique qui permet de diversifier l'offre de l'IMF. Donc, ça vient comme en complément de moyens d'accompagnement des clients. Ça permet de fidéliser les entreprises parce qu'elles auront obtenu au sein de l'IMF alors une solution à leurs problèmes de trésorerie et de gestion des créances clients. Et ça permet de générer de nouvelles sources de revenus pour l'IMF parce que dans la facturage, il y a des intérêts et des commissions qui sont quand même intéressantes à prendre. Et ça permet aussi de financer directement l'économie de façon réelle puisque on finance une créance, on finance une richesse créée, une transaction ou une exécution ou une vente déjà réalisée. Donc, au lieu de financer uniquement les besoins généraux de trésorerie, comme dans le cadre des crédits standards,
La facturage va permettre à l'IMF de financer des créances déjà existantes. Donc, on finance une vente déjà réalisée dans la facturage. Je prends un exemple simple. Une PME qui livre 100 millions de marchandises à une grande entreprise de renom avec un délai de paiement, par exemple, de 60 jours. Alors, la livraison est faite et la PME est en attente de ses fonds sur 60 jours. Grâce à la facturage, l'IMF peut lui avancer 80% à peu près du montant de sa facture dès le lendemain de la disponibilité de la facture et de tous les documents qui attestent la vente, la livraison. Et là, la PME continue de financer son activité sans attendre les 60 jours pour bénéficier de ces paiements. Et l'IMF aussi réalise et développe une nouvelle relation commerciale et une satisfaction de son client. Il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Voilà. On a vu ici des PME qui ont perdu des marchés par manque de trésorerie alors qu'elles détenaient des factures en attente d'encaissement. Des fournisseurs de l'État ou des entreprises qui attendent 60 à 90 jours avant de se faire payer et qui jouent aussi sur leur relation avec leurs fournisseurs et même à l'interne pour payer les salaires et les charges de gestion courante, ça devient une préoccupation. La facturage devient un outil gagnant-gagnant pour la PME parce qu'elle va améliorer sa trésorerie et pour l'institution de microfinance parce qu'elle va permettre de diversifier ses revenus et de contribuer à l'économie réelle. Donc, voici ce qu'on peut dire un peu sur la facturage. OK. Alors, peut-être pour résumer un peu, alors, comment la facturage se distingue fondamentalement du crédit classique qu'on accorde en besoin de fonds de roulement aux institutions et comment il est adapté aux clients des institutions qui sont souvent des micro, petites et moyennes entreprises sans peut-être grande capacité ou bien grand outil de gestion. D'accord. Merci d'abord. Merci. D'abord, comment la facturage se distingue des autres types de crédits classiques. Alors, il faut dire que dans un crédit de trésorerie, un crédit classique, la banque prête de l'argent au client en s'appuyant sur des garanties, sur des cautions, sur sa capacité d'endettement. Le remboursement ici dépend essentiellement de l'emprunteur. L'opération d'escompte aussi, la banque finance un effet de commerce, une lettre d'échange ou un bien autre. Et là, le financement repose sur un titre de paiement. Dans un autre type de financement comme l'avance sur facture, là, ça consiste à prêter de l'argent en prenant une facture comme garantie. Bon, garantie, oui, en griffe, mais le financement est... Le sous-jacent du financement, c'est la facture. Alors que dans la facturage, il consiste ici à acheter une créance qui est représentée par une facture. C'est-à-dire que le financement repose sur une créance commerciale née d'une vente réelle. Et l'analyse est un peu différente. En termes d'analyse, elle va porter sur, on va se focaliser sur la qualité d'abord de la facture, s'assurer des réalités des livraisons ou l'exécution des prestations, pardon, s'assurer que les prestations ont été effectuées et que la facture répond à toutes les normes et les qualités, et surtout la solvabilité du payeur, qui est un élément très important qu'il faut vraiment regarder avant de prendre une facture en affacturage. Donc, dans le cadre de l'affacturage, on dit qu'on finance une vente déjà réalisée plutôt qu'une capacité d'endettement, comme c'est le cas dans les autres crédits. Donc, déjà, en termes d'analyse, c'est très différent. Et l'affacturage va être basé, comme j'ai dit, en termes de documentation sur la facture, le contrat commercial et le payeur final, qui sont des éléments très, très importants à analyser. En plus, dans l'affacturage, en plus de financer une créance commerciale,
il y a aussi l'aspect service qui accompagne le financement. Donc, la facturage, en plus du financement, offre aussi des services associés, comme la gestion des créances, puisque le client cède ses factures à la banque, qui est le facteur, ou à une société d'affacturage, une structure d'affacturage qui est le facteur, qui va en même temps gérer tout ce qui est créance, qui va faire le suivi des paiements, qui va faire les relances aux débiteurs. Voilà. Et, donc, la banque, lorsque la facturage est faite, la banque se substitue à l'institution, au client pour réclamer le paiement au niveau de l'institution qui doit. Exactement. Et là, vous voyez que dans le cadre de la facturage, ça donne encore plus de pression au payeur. Quand le payeur, d'abord le client qui a sa facture va seul vers quand c'est les autres types de financement, le client qui a sa facture assure seul le recouvrement et les relances auprès du payeur. Mais quand c'est dans une opération d'affacturage, il y a le facteur qui est l'institution de microfinance ou la banque, qui rentre dans toutes les actions de relance, de recouvrement. Et là, ça donne encore plus de sérieux et de pression au payeur qui, normalement, va s'exécuter et régler ses factures parce qu'il sait que derrière, il y a une banque ou une institution qui est engagée. Ok, alors, donc on peut dire que la facturage est un peu lié à la capacité de l'institution bénéficiaire à formaliser ses ventes. Est-ce qu'on a cette possibilité-là beaucoup plus au niveau des clients des institutions de microfinance? Puisque souvent, ils n'ont pas de documentation, les ventes ne sont pas souvent bien suivies, bien formalisées, c'est pas. Oui, effectivement, c'est l'un des défis pour les PME parce que certaines exercent, mais elles ne sont pas très bien formalisées. Et dans le cadre de la facturage, comme je le disais tantôt, l'analyse est beaucoup plus basée sur les factures normalisées, la documentation relative au contrat, à l'exécution et au paiement. Et dans certaines PME, ce n'est pas le cas. Mais il faut le dire que c'est de façon progressive. Hein. Voilà, il faut aller progressivement, surtout pour les IMF, il faut aller progressivement. Il faut prioriser les entreprises immatriculées, les entreprises qui disposent déjà d'une comptabilité minimale et celles qui émettent des factures et qui travaillent avec des entreprises de bonne signature ou avec l'État. Donc, progressivement, la facturage va encourager nos entreprises clientes non formalisées à formaliser progressivement leur activité, à obtenir une comptabilité, à produire des factures. Donc, quand elles vont voir le bien fondé du produit et qu'elles auront vraiment l'envie d'y accéder, c'est sûr que ça va les amener à aller vers la formalisation. Et cela est de plus normal que nos PME aujourd'hui ne doivent pas, dans leur processus de croissance et de progression, elles doivent penser aussi à aller vers la formalisation, vers tout ce qui formalise leur existence et leurs activités. Voilà, donc la facturage peut devenir un moteur de formalisation de nos PME. Il faut que nous puissions les sensibiliser à se formaliser. Et comme je l'ai dit, cela doit faire partie de leur plan de croissance. Et cela aussi permet de leur donner plus de visibilité, de sérieux et de confiance vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis des banques. Et là aussi, il faut analyser au cas par cas, parce qu'une entreprise, par exemple, qui est non formalisée, mais qui livre régulièrement à une structure de renom ou à l'État et qui arrive à posséder un marché, un contrat, un bon de livraison et des factures, même si sa comptabilité n'est pas aussi formalisée, je pense que dans l'analyse, vu la récurrence de ces prestations avec ces sociétés de renom ou l'État et les documents disponibles, on peut
quand même accompagner cette structure à travers la facturage. Je suis un peu coupé. Est-ce qu'on m'entend? J'ai comme l'impression que je suis coupé. Non, nous recevons très bien. D'accord. Alors, donc, je poursuis avec l'autre volet de la question qui concerne, les IMF. Une minute, apparemment, j'ai un souci de... Alors, donc, comme je le disais, la facturage vient en solution pour régler les problèmes de tension de trésorerie de nos PME qui très souvent attendent 30 à 60 jours, souvent même 90 jours et sinon plus pour se faire payer. Pendant ce temps, elles doivent faire face aux dépenses qui s'imposent à elles et qui n'attendent pas, comme payer les salaires, régler des fournisseurs, régler des nouvelles commandes, honorer les impôts. Tout ça, ce sont des charges qui s'imposent et qui ont des délais de paiement. Alors, la facturage va permettre de financer ces besoins en transformant justement ces délais de paiement en liquidité. Voilà. Pour les IMF, c'est un moyen de financer une activité, une économie réelle, voilà, plutôt qu'une simple demande de trésorerie où le risque est un peu plus élevé. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont plus indiqués pour la facturage? Alors, pour les secteurs d'activité, il faut dire que la facturage fonctionne pratiquement dans tous les secteurs. Il suffit que l'entreprise cliente puisse vendre à crédit, émettre régulièrement des factures formelles et travaille avec des payeurs, des partenaires de bonne signature et qui sont solvables. Une fois que ces conditions sont réunies, normalement, dans divers secteurs comme le commerce, la distribution, l'agro-industrie, les BTP, les fournisseurs de l'État, dans le transport, la logistique et dans les services, et dans tous ceux qui exercent avec les télécoms, les mines, les sociétés d'électricité, normalement, dans tous ces secteurs, on peut faire de la facturage. Mais comme je l'ai dit, à la base, il faut que le client, l'entreprise client, puisse vendre à crédit, émettre des factures formalisées et travailler avec des payeurs de bonne signature et solvables. Monsieur Kissou, alors quels sont les risques spécifiques de la facturage? Et si une institution doit s'y engager, une IME doit s'y engager, quels sont les dispositifs qu'elle doit mettre en place pour maîtriser les risques? Et sachant que les capacités des institutions sont plus ou moins limitées. Tout à fait. Vu les capacités des IMF, il va de soi qu'elles puissent avoir des dispositifs pour bien baliser les risques liés à la facturage. Alors, bien avant, on va regarder un peu les risques que comporte l'opération d'affacturage. Alors, le premier risque, c'est le risque d'impayé et de non-paiement. Donc, il faut le dire, hein, dans toute activité financière, toute activité de financement, ce risque est présent. Donc, la facturage ne déroge pas. Il y a forcément le risque d'impayé ou de non-paiement. Et ce risque il va découler du non-paiement du payeur final. Quand la facture n'est pas réglée, le financement va se retrouver en difficulté. Alors là, face à ce risque, il faut vraiment analyser la solvabilité du payeur. Comme je l'ai dit au début, c'est un des points essentiels. Aujourd'hui, pour faire de la facturage, il faut regarder qui est le payeur de la facture.
qui est le payeur de la facture. Et il faut vraiment analyser parce que c'est lui qui est le débiteur final. Et il est recommandé d'aller vraiment vers des structures de bonne signature. Nous les avons sur nos marchés qui existent et qui sont bien connus. Donc, il faut aller vers ces structures et aussi vers l'État. Comme on dit, l'État est souverain, l'État est bon payeur. Donc, dès qu'on a une bonne solvabilité du débiteur, je crois que ce risque sera amoindri. Et c'est l'un des principaux risques. Et si ce principal risque est bien mitigé, notre opération d'affacturage va mieux se porter. Le deuxième risque, c'est le risque de fraude. Ici, il faut comprendre par risque de fraude la fraude sur les documents. L'affacturage est beaucoup basé sur la documentation, la facture en premier et toute autre pièce. Donc, une fois que les factures sont fausses, les livraisons sont fictives, où il y a des doubles financements, alors ce risque sera vraiment très, très, très élevé. Et pour faire face à ce risque, il faut confirmer directement les factures auprès du payeur. Avant toute transaction, il faut confirmer la facture auprès du payeur directement, en ne passant même pas par le client, la PME cliente. Il faut aller directement vers le payeur pour confirmer en utilisant des voies plus formelles, plus formalisées. Alors, il faut aussi effectuer des visites sur le terrain, aller rencontrer le payeur, aller visiter par exemple les prestations ou les travaux réalisés ou les stocks livrés. Tout ça, ça permet de se rassurer que la prestation a été faite et de justifier la facture qui est fournie. En dehors de ces deux risques, il y a aussi d'autres risques comme le risque juridique qui peut porter sur la contestation des créances. Et là, il faut, pour atténuer, il faut vraiment sécuriser la transaction à travers des contrats tripartites qui vont impliquer aussi le payeur à la base. Et s'il implique à la base, bon, on a moins de contestations. Il y a le risque de concentration, donc il faut diversifier le portefeuille, les payeurs. Il ne faut pas faire toutes les opérations d'affacturage sur un seul payeur. Et si ce payeur est en défaut ou en difficulté, ça va compromettre tout le portefeuille de financement qui a été fait. Il y a le risque opérationnel aussi qui existe toujours. Donc, face à ce risque opérationnel, ce risque peut être lié aux erreurs, aux fraudes internes. Donc, il faut vraiment, face à ce risque, il faut former les équipes. Il faut former les équipes et il faut mettre en place des procédures pour encadrer les opérations d'affacturage. Maintenant, quel dispositif mettre en place au sein des IMF pour maîtriser les risques liés à l'affacturage au regard de leur capacité actuelle? Alors, à ce niveau, ce que je peux dire, il y a quand même un certain nombre d'éléments que les IMF à l'interne peuvent adopter qui vont permettre de mieux maîtriser les risques d'affacturage. D'abord, il faut mettre en place des procédures internes pour l'affacturage, écrire des procédures et les ventiler à tous les acteurs pour la mise en application. Il faut avoir des procédures de vérification des factures et des payeurs, comme je l'ai dit plus haut. Il faut la confirmation des créances avant toute opération. Il faut aussi mettre des dispositifs de suivi des échéances des factures et des financements accordés pour anticiper sur les éventuels impayés. Il faut mettre une équipe dédiée à l'affacturage. Voilà, quoi qu'on dise, c'est un financement, mais moi j'ai vu dans certaines institutions où il y a par exemple des gestionnaires ou des chargés d'affaires à facturage, donc qui s'occupent de l'affacturage et qui sont bien modérés. Voilà, et puis mettre aussi un système d'information adapté. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne gouvernance du risque à l'interne, de bonnes procédures, un bon contrôle interne et une bonne connaissance du client. Ça, c'est très important. Je pense qu'avec ces éléments qui
Sans gros moyens, les opérations d'affacturage pourraient être bien gérées et les risques aussi seront bien mitigés. Justement, par rapport à la trésorerie, au niveau des institutions de microfinance, c'est souvent pour financer les activités de crédit, on multiplie les crédits. Mais quand on voit ce que la facture peut demander, ne serait-ce que sur un seul client, il faut que les institutions aient la trésorerie. Est-ce que c'est capable, est-ce que c'est possible aujourd'hui, de votre connaissance, est-ce que les institutions peuvent valablement offrir des services d'affacturage et répondre aux besoins de leurs clients, sans que cela ne les mette en difficulté sur certains de ratios prudentiels? Oui, bien sûr, et j'encourage même les IMF à le faire parce que aujourd'hui, la réglementation leur donne cette possibilité. C'est vraiment une très bonne chose. Et comme je l'ai dit au début, ça vient renforcer l'offre de services et les produits que l'IMF peut offrir à ses clients. Donc, elle peut bien le faire. Effectivement, la question de liquidité se pose vu que l'affacturage mobilise de la liquidité. Euh, il faut que l'IMF ait suffisamment de liquidité pour couvrir toutes les demandes d'affacturage qui seront validées et mises en place. Mais comme élément de solution, en dehors des fonds propres, euh, donc, il faut maximiser sur la collecte des dépôts auprès de la clientèle dans le respect de la réglementation. Aujourd'hui, c'est un nouveau produit qui est là et qui nécessite un besoin de liquidité. Il faut renforcer la collecte des dépôts. Il faut renforcer aussi les partenariats bancaires à travers le refinancement. Donc, les banques et les banques locales et les banques de développement comme la BOAD qui sont là, qui peuvent bien refinancer les IMF pour les opérations d'affacturage. Et là, je pense même que elles seront très ravies de le faire parce que s'agissant d'opérations d'affacturage, on sait tous que si ces opérations sont baquées sur des factures adossées, tirées sur des payeurs de bonne signature, je prends un exemple, on fait de l'affacturage sur des factures de l'État ou sur des factures de grandes compagnies de téléphonie de renom où on sait qu'elles sont de bonnes signatures et que le paiement est quasiment garanti. Derrière, la banque est plus tranquille, est plus à même, à l'aise d'accompagner, de refinancer l'IMF sur cette transaction parce qu'elle sait que le paiement va être reçu et elle se fera rembourser par la suite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu voilà, donc l'affacturage est un élément, est un instrument qui peut permettre aux IMF de lever les fonds plus aisément auprès des banques pour parer aux difficultés de liquidité. Voilà. OK. Alors, en termes de tarification, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, proposer des tarifs sur la facturage, il y a un risque de trop demander aux clients, de ne pas respecter le taux d'usure? Oui, la tarification est un élément indispensable et important. C'est un peu aussi le nerf de la guerre, comme on l'a dit. Et je pense que ce sujet doit être géré de façon raisonnable, de sorte à ce que le client soit satisfait et que l'IMF aussi ait des revenus, ait une rentabilité sur ces opérations d'affacturage. Alors, donc, les opérations d'affacturage comprennent généralement des commissions, des commissions de gestion, des commissions de financement, mais tout doit se faire dans le respect réglementaire, notamment les règles en matière de taux d'usure. Alors donc, pour ce faire, il y a quand même un enjeu pour équilibrer la tarification. Donc, il faut une tarification suffisamment rentable pour l'IMF, puisqu'elle ne va pas aller à perte sur ces transactions. Et comme je l'ai dit, une tarification acceptable pour le client. Alors,
à ce niveau, je pense qu'à l'interne, il faut faire des études à l'interne avec les différents responsables et tous ceux qui s'occupent des lancements, de la confection et des lancements des produits, comme j'ai dit, pour fixer des tarifs qui ne seront pas très élevés pour décourager la PME et Oui. qui permettront de couvrir aussi les charges qui seront rentables pour l'IMF. Donc, c'est sur ces deux leviers qu'il faut jouer, qu'il faut rechercher un équilibre. Voilà. Donc, véritablement, il faut un argument commercial auprès du client. Parce qu'aujourd'hui, l'affacturage, ce n'est pas seulement le coût. Le client ne doit pas voir seulement le coût. Le client doit voir Opportunité pour le la gain. continuité d'exploitation. Exactement. Le gain et les avantages que l'affacturage lui donne. Alors, il faut montrer, aujourd'hui, une PME qui a des difficultés de trésorerie, qui rate régulièrement des contrats ou des marchés à cause des tensions de trésorerie. Et on lui présente aujourd'hui l'affacturage avec les biens fondés. Je pense que le coût ne sera pas forcément l'élément qui va la freiner. Donc, dans les négociations commerciales, il faut mettre aussi en avant ces éléments de telle sorte que le client puisse accepter le taux et les conditions tarifaires qui lui seront données et de telle sorte aussi que l'IMF puisse rentabiliser l'opération tout en respectant la réglementation en matière d'usure. OK. Merci. Avant de laisser la parole à nos invités, alors, si une IMF doit s'engager à proposer la facture, qu'est-ce que vous avez à lui conseiller en termes d'action, d'étapes à suivre, d'activités à réaliser pour y arriver rapidement? OK, merci beaucoup. Effectivement, pour une IMF qui veut se lancer sur l'affacturage, moi, je recommande une approche progressive, vu que c'est un nouveau produit, un nouveau outil, un nouvel outil de financement qu'elles abordent. Je recommande une approche progressive. D'abord, en première étape, réaliser une étude de marché. C'est tout à fait logique pour tout lancement de produit. Il faut réaliser une étude de marché, il faut identifier les secteurs porteurs. On a cité pas mal de secteurs d'activité où on peut faire l'affacturage, mais on n'est pas obligé d'aller sur tous les secteurs dès le début. Il faut identifier les secteurs porteurs. Il faut identifier les besoins même réels des clients PME. Il faut aussi identifier les grands payeurs. Donc, il faut déjà faire tout ce qu'on appelle un target market, un marché cible, pour voir dans notre opération d'affacturage quels sont les payeurs pour lesquels on acceptera les factures en affacturage et qui sont les payeurs pour lesquels on sera réticent. Tout ça, il faut déjà analyser. À la deuxième étape, je recommande de lancer un projet pilote. Voilà, donc après l'étude de marché, il faut lancer un projet pilote. Déjà aller, par exemple, sur une seule filière, prendre une seule filière avec quelques entreprises pilotes, une dizaine d'entreprises, 5 à 10 entreprises, ça dépend, hein, qui vont faire partie de la phase pilote et lancer cette phase et voir comment est-ce qu'elle se comporte sur le marché et quelles sont les retombées, qu'est-ce qui revient comme constat, comme information. Ça permettra de bien corriger, bien prendre en compte les constats, les difficultés et pouvoir maintenant lancer le produit. Alors, en troisième étape, il faut développer des partenariats. Comme je l'ai dit, l'affacturage est consommatrice de liquidités, donc il faut chercher dès lors à avoir des partenariats avec les banques ou des refinancements. Si l'IMF peut jouer le rôle de facteur, tant mieux. Sinon, elle peut aussi avoir recours à des sociétés d'affacturage avec qui elle va sous-traiter tout ce qui est volé
gestion de crise. Voilà. Il faut aussi avoir des partenariats avec des compagnies d'assurance, des bailleurs de fonds. Donc, tout ça, ça permettra d'être un peu plus bien sûr de réussir. Et la quatrième étape, c'est former les équipes. Aujourd'hui, l'affacturage, c'est avant tout un métier et ça nécessite des compétences très spécifiques en matière de gestion de créances, en matière de droit commercial, en matière de gestion des risques, de suivi des débiteurs, tout ça. Et là, il faut vraiment former les équipes de telle sorte qu'elles puissent avoir les compétences nécessaires pour gérer de façon efficace les opérations d'affacturage. Et enfin, il faut adapter progressivement le système informatique de telle sorte que le système puisse prendre en charge de façon spécifique les opérations d'affacturage. Alors, merci beaucoup. On va essayer de prendre des questions. Avant, je veux saluer la présence de M. Varadi Grégory de TechnoServe et toute son équipe, Mme Wezé. Saluer Tamsi depuis Dakar pour sa présence et tous les autres qui nous font confiance et qui sont là. Alors, nous sommes à l'étape des questions. Si vous avez, il y a Tamsi qui avait levé la main. Tamsi. Tamsi, activez votre micro. On ne vous entend pas. En attendant, on peut laisser la parole à Constantin Adjovi. Vous activez les micros, vous pouvez les activer pour poser vos questions. Si vous avez des difficultés, envoyez ça dans la boîte de messagerie. Je vais relayer cela à notre intervenant. Ok, c'est bon, je pense que je peux y aller. Ok, allez-y. D'accord. Alors, Monsieur Fonton, Monsieur Kissou, déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour mieux cerner le sujet. J'ai suivi avec attention votre développement et puis j'ai noté quand même pas mal d'informations. Et j'ai quelques questions, mais la première concerne même le principe même de l'affacturage. Est-ce que dans la pratique, est-ce qu'il existe, je sais pas, deux ou plusieurs approches? Parce que d'après mes recherches, l'affacturage, c'est une session définitive de la facture, d'accord? Mais par contre, quand je suis un peu votre définition où vous parlez d'une avance de 70 à 80%, voilà, je suis un peu confus, donc je voulais savoir, je voulais mieux comprendre ce détail-là avant maintenant de poser les questions restantes. Ok, merci, c'est bien noté. Tamsi, vous pouvez poser votre question maintenant. Tamsi, vous êtes là? Ah, son micro est fermé. Et d'autres questions? On peut prendre une série de questions avant de laisser notre intervenant y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent réagir, qui ont des questions? Bon, en attendant, ok, Oui, je laisse d'abord. Madame Rosé, allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ronvaux. Merci au présentateur. Bon, moi-même, j'ai suivi avec intérêt le développement de l'affacturage et la question de Constantin également, je reviens sur ça pour les taux de 70 à 80%. Et c'est comme si c'est une avance qui est faite à l'entrepreneur. La deuxième chose, je voudrais savoir, dans la sous-région, est-ce qu'il y a des IMF qui ont déjà mis en œuvre l'affacturage? Est-ce qu'il y en a déjà qui se sont lancés dans l'affacturage? Si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous les expériences que vous avez eu à faire avec ces institutions de microfinance-là? J'aimerais également avoir une idée du taux parce qu'il y a les intérêts, il y a les commissions. Est-ce que vous avez à peu près une idée du taux qui est pratiqué par ces institutions? Bon, si elles ont déjà eu à l'expérimenter, quels sont les taux à peu près qu'elles ont l'habitude de pratiquer? Et maintenant, en cas d'impayé, parce que c'est le gros risque,
Moi, j'ai déjà payé une avance sur la facture, près de 80%, bien près de 90%, et la facture revient impayée. Quelles sont les actions, alors que je n'ai pas eu de garantie, je n'ai rien eu de spécial pour pouvoir couvrir ce risque-là? Quelles sont les voies de recours que j'ai en tant que facteur pour rentrer dans mes fonds? Merci beaucoup, monsieur. Merci, Madame Pikiweze. D'autres interventions? Oui, j'ai d'autres préoccupations. Ok, allez-y. Oui, tout à l'heure, monsieur Kissou, un instant, je vais noter la question. Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur Kissou disait que les IMF doivent développer des outils pour analyser la solvabilité des donneurs d'ordre. Et je voulais savoir, selon vous, est-ce que pour nous donner, je ne sais pas, quelques exemples d'outils, vu que vous êtes dans le domaine que vous maîtrisez très bien le sujet. Autre question également, vous avez dit tout à l'heure que les IMF doivent dédier une équipe spécifique à, comment on dit, à la facturage. Je voulais savoir, pensez-vous que les IMF, je ne sais pas, disposent des moyens nécessaires pour dédier spécifiquement une équipe uniquement à la facturage? En attendant que vous nous répondez, je vais poser plus tard d'autres préoccupations. Je n'ai pas bien saisi cette question. Est-ce que... La dernière question. Pour lui, est-ce que les institutions, les IMF ont les moyens d'avoir une équipe dédiée uniquement à la facturage? Tout ça là, ça rejoint un peu les capacités des institutions. Est-ce qu'elles ont les capacités, au-delà des capacités financières, capacités opérationnelles, à réellement faire de la facturage telle que vous connaissez et vous l'avez pratiqué? C'est un peu ça. Et pour finir, avant de laisser la parole à M. Kissou, oui. Je m'attendais également que vous abordiez le volet digitalisation parce que je sais que aujourd'hui, voilà, le numérique fait partie de allez-y. Oui, j'abordais le volet digitalisation. Oui. Je m'attendais à ce que monsieur Kissou aborde ce sujet-là. Vu qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Quand je prends, par exemple, le Bénin, où aujourd'hui, l'État est en plein, dans ce processus-là. Selon vous, quelle pourrait être, l'intégration de la digitalisation dans ce type de service? OK, merci beaucoup, monsieur Constant. Pour les questions. On va laisser monsieur Kissou et surtout répondre un peu sur le principe, puisque vous avez parlé de 70, 75%. Les gens pensent que c'est une cession définitive des créances au profit de l'institution, de la factor. J'avais bougé, Sylvestre. Allô? Allô? Sylvestre, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'avais bougé un peu. OK. J'ai juste une contribution, je ne sais pas. Il va répondre ensuite, je contribue ou bien... Bon, allez-y. Merci vraiment et félicitations et nos encouragements à notre conférencier. Donc, pour le thème d'importance, moi, je suis consultant en microfinance, mais spécialiste surtout dans le développement de produits financiers. Donc, j'avais préparé une note 2 semaines avant la publication de cette annonce. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, mais tiens, c'est très bien, d'autant plus que c'est mené encore par un banquier. Parce que la facturage, nous n'en connaissons pas encore jusqu'ici au niveau du secteur de la microfinance. Mais dans les recherches que j'ai faites, j'ai noté, par exemple, c'est-à-dire la question de donneur d'ordre. Voilà, c'est très important. Il faut de grands donneurs d'ordre. Et le conférencier est revenu là-dessus. Ça veut dire la facturage, ça doit être quelque chose d'écrémage. C'est-à-dire on ne peut pas le faire pour l'ensemble de nos clients. On le fait par rapport à des gens qui travaillent avec des grandes entreprises reconnues et qui ont une réputation. Et avec ces partenaires-là, nous essayons d'avoir, si vous voulez, des partenariats négociés et convenus. Alors, une chose, la facturage, il y a un avantage notamment par rapport aux découvertes. Oui, on vous reçoit, M. Kissou. On va laisser M. Tamsi intervenir et puis vous allez prendre la parole. Je disais, la facturage, pour que ça marche, voilà, pour que ça marche, on regarde par exemple l'avantage, surtout
par rapport au découvert, un prestataire qui aurait recours à ce produit-là. Par exemple, s'il aurait fait le découvert au niveau d'une banque, ça va lui coûter, par exemple, 2 fois plus, peut-être, qu'on aurait été l'affacturage au niveau donc, de la structure de microfinance. Mais également, quand on dit affacturage, c'est par rapport à des factures maîtrisées, n'est-ce pas? Donc, adressées à des grands donneurs, donc des grands fournisseurs, si vous voulez, avec lesquels on a pacté, n'est-ce pas? Mais qui donnent également des délais de paiement, par exemple, qui sont raisonnables pour les structures de microfinance, si on doit s'y aventurer. 60 jours, 90 jours, par exemple. C'est ça, c'est des éléments, si on veut maîtriser ça. Même si les grands donneurs donnent, ils ont des difficultés parfois pour annoncer leur délai de paiement. Parce que ça aussi, c'est très important par rapport à la durée. Si on doit concevoir, en tant que développement, en tout cas spécial développement de produits, chaque fois qu'on devrait lancer un produit, avant tout, il faut une étude de marché, une étude de faisabilité, une préparation globale. Donc, on regarde, si on doit faire les spécifications, c'est des durées vraiment très, très, très courtes. Ça ne doit pas être des crédits de type 6 mois ou 12 mois ou je ne sais pas. 2 mois, à la limite 3 mois, avec des commissions également calées par rapport à notre loi sur l'usure pour que ça soit viable financièrement. Mais également calées par rapport à des clients que nous maîtrisons, donc avec des fournisseurs que nous maîtrisons, avec lesquels également qu'on a signé des cadres de partenariat. C'est très important. Voilà un peu la valeur ajoutée pour en tout cas appuyer vraiment le conférencier par rapport à ces idées. Merci beaucoup, Tamsi. Monsieur Kitsou, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je suis là, je vous entends. Ok, super. Alors, vous pouvez répondre un peu aux préoccupations soulevées par Constantin et puis Madame Kikiweze, surtout sur le principe, est-ce que c'est toute la facture qui est cédée ou bien c'est une partie? Sylvestre, une dernière remarque. Ça dit, on a souligné également l'État. L'État, c'est vrai, c'est un grand donneur d'ordre, mais nous n'encourageons pas par rapport à certainement des difficultés de retard de paiement. Voilà. Donc, l'État, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre entre guillemets. Ça peut être un grand donneur d'ordre, mais c'est beaucoup de risques que les structures de microfinance ne pourront pas maîtriser. Les compagnies de téléphonie, d'accord, les compagnies d'électricité, les genres pour autonomes, quelque chose comme ça, des grandes structures, tu vois, qui ont pignon sur l'eau et qui ont une certaine image et réputation et capacité surtout pour faciliter donc nos transactions avec eux. Mais l'État, vraiment, c'est pas quelque chose qui est facile à maîtriser. Hein. Voilà. Donc, nos États ne sont pas crédibles, c'est ça? Je ne dis pas ça, mais en tout cas, en tant que spécialiste de la microfinance, nous connaissons nos structures de microfinance, donc elles n'ont pas cette capacité de trésorerie pour pouvoir, en tout cas, gérer les... Au délai de l'État. Voilà, exactement. Okay, on va laisser M. Kitsou répondre aux préoccupations sur le... M. Kitsou, allez-y. Merci à tous pour les interventions et merci au dernier pour la contribution. Je n'ai pas pu noter le nom. C'est Tamsi Fall. Tamsi Fall. Voilà, formateur. Monsieur Fall, merci beaucoup. C'est des contributions très pertinentes à prendre en compte. Donc, pour les questions, donc, l'approche sur les 80 à 90%, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est toute la facture qui est cédée. Le client, il cède toute sa facture. Mais nous, en tant que IMF, nous ne donnons pas le crédit à hauteur de 100% de la facture. Lorsque nous récupérons la facture du client, nous donnons le crédit à hauteur de, comme j'ai dit, 70 à 80%. Donc, si la facture fait, je vais dire quoi, 1 million, je prends un exemple banal, hein, je vais donner en crédit, il me cède la facture d'1 million en totalité, mais je refinance la facture à hauteur de 80% ou 70% selon les cas. Pourquoi? Si vous accordez 100% du montant de la facture en crédit, il y a beaucoup de risques qui se présentent. D'abord, notez que vos commissions et intérêts sont prélevés dans le paiement de la facture. Donc, il faut laisser une marge qui va pouvoir couvrir vos commissions et intérêts. Donc, dans l'exemple que j'ai pris,
une facture de 1 million. Si je la prends en affacturage et j'avance 80% au client, donc 800 000, les 200 000 restants, c'est sur ces 200 000 que les intérêts et les commissions normalement vont être prélevés. Mais si je lui donne les 1 million en totalité, je serai obligé de recourir au client pour qu'il me paye mes commissions et mes intérêts, ce qui ne sera pas très intéressant. Deuxièmement, l'expérience a montré que dans les règlements de facture, pour certaines activités, ça va encore, comme le commerce, mais quand vous prenez des activités comme le BTP et certaines réalisations de travaux, très souvent, lorsque le client dépose sa facture pour paiement, il reçoit les fonds avec souvent en moins. Donc, une facture d'1 million, il va recevoir peut-être moins d'1 million. Cela est dû très souvent aux pénalités de retard qui sont appliquées sur sa facture, souvent aux retenues à la source pour les impôts. Donc, il y a certaines retenues qui sont faites sur la facture qui font que le bénéficiaire, le client ne reçoit pas souvent 100% du montant de sa facture de la part du payeur. Et là, le fait de ne pas lui donner la totalité du montant de la facture, ça nous préserve de se retrouver avec des queues d'impayés liées à ces manques à gagner que le client ne perçoit pas. Donc, c'est ce qui fait que dans la pratique, j'ai dit que le client cède la totalité de la facture, mais lorsque nous donnons le crédit, il est toujours bon de se limiter à un certain pourcentage, 70 à 80% dans la pratique des cas que j'ai vus. Certains partent jusqu'à 90% s'ils sont sûrs que le paiement qu'ils vont recevoir va couvrir en remboursement les 90%. Mais gardez toujours une marge pour vous rémunérer et pour les éventuelles retenues qui seront faites sur le paiement du client. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau. Tout à fait. Alors, sur la question de la gestion des impayés où la facture n'est pas soldée, comment gérer? Est-ce que c'est des assurances? Est-ce que c'est des pratiques de recouvrement qu'on connaît habituellement? Puisqu'il n'y a pas de garantie, comment ça se gère? Oui, on va sur les pratiques de recouvrement, mais là, comme il y a une créance, réelle qui est là, le client a livré, il ne s'est pas fait payer, ça facilite, bien entendu, le recouvrement sur le payeur. Et vu que dans la transaction de l'affacturage, on a pris le soin de formaliser l'opération en l'impliquant dans la signature des actes. Il a reconnu la créance, il a signé les documents y afférents et on a formalisé, on a procédé à la transaction. Ça facilite un peu les actions de recouvrement que lorsque il n'y a pas vraiment de créance qui sous-tendent le recouvrement. Donc, les actions de recouvrement seront de plusieurs ordres. Le client qui a bénéficié du financement peut mener des actions de recouvrement auprès du payeur, de même que la banque peut utiliser ses outils de recouvrement habituels pour se faire valoir le paiement. Ici, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'affacturage, il y a plusieurs types. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs types. Il y a l'affacturage avec recours et l'affacturage sans recours. Dans l'affacturage avec recours, le client cède sa facture à la banque ou à l'IMF, mais en cas d'impayé, l'IMF peut avoir recours et au client et au payeur final. Cette option sécurise encore mieux l'IMF, puisque là, elle a recours aux deux. En mettant la pression sur les deux, normalement, elle obtiendra vite une solution. Il y a aussi la facturage sans recours, où le client cède la facture à l'IMF
l'IMF lui donne le financement, mais en cas d'impayé, l'IMF n'a pas recours au client. L'IMF n'aura recours qu'au payeur, uniquement qu'au payeur. Alors, cette pratique est moins, je vais dire, moins adoptée parce que le client, pour le client, c'est ce qui l'arrangerait. Mais pour l'IMF ou la banque, ce n'est pas vraiment la pratique qui la sécurise le plus. Donc, il faut aller de moins en moins vers cette pratique. On y va quand on a vraiment toutes les assurances du paiement. Et là, ça permet d'élever un peu la tarification sur les clients pour compenser un peu voilà, son retrait définitif de la transaction. Mais quoi qu'il en soit, la factura, il y a toujours moyen de faire un recours, surtout si, c'est vrai qu'il peut y avoir la facturage sans recours, mais dans la facturage sans recours, on peut toujours faire recours au client qui a cédé la facture si on se rend compte que le client n'a pas rempli toutes ses obligations légales. Voilà, toutes ces obligations. Si on se rend compte qu'il y a eu des falsifications, il n'y a pas eu de livraison conforme, il y a eu des contestations. Voilà, donc là, on a fait de la facturage sans recours, mais on a le droit de recours parce qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations légales. Donc, en fait, en vous écoutant, le risque n'est pas seulement au niveau du créancier, hein, mais c'est aussi au niveau de clients qui peut-être ne va pas bien se comporter ou bien fait du faux, de manque de professionnalisme dans sa prestation ou dans ses ventes, dans ses produits livrés. Oui, bien sûr. Le risque aussi est du côté du client parce que si, comme je l'ai dit, même si on fait du sans recours, ça veut dire qu'il nous cède la facture et puis il se désengage, on n'a plus recours à lui. Même s'il le fait et qu'après on se rend compte dans la transaction qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, comme par exemple il a fait du faux, il n'a pas exécuté totalement toute la... En tout cas, si on se rend compte ses obligations ou ses responsabilités sont engagées toujours, on a le droit de recours sur lui. Voilà, parce qu'il a eu à faire du faux. Et oui, pour terminer sur les actions de recouvrement, c'est vrai, on dit affacturage. Il y a une facture sur un payeur de bonne qualité, mais rien ne dit que vous pouvez, en fonction de la qualité du client et du payeur, et même après analyse de la transaction, vous pouvez demander au client de vous donner un certain nombre de garanties pour avoir un moyen de pression sur le client. Donc, la facturage ne veut pas dire que c'est sans garantie. On peut toujours demander un certain niveau de garantie. Certainement, ça sera un peu moins que si on était sur une simple avance de facture ou un simple crédit de trésorerie. Mais toujours, il est possible et je le recommande, de prendre quand même une certaine garantie sur le client, que ce soit des assurances, que ce soit des garanties réelles, que ce soit en tout cas pour avoir un certain moyen de pression sur le client dans le cadre du recouvrement. Merci. Alors, rapidement, sur la question de tarification, est-ce que vous avez des expériences d'autres IMF ou bien vous-même, vous pouvez partager? Bon, au niveau de la tarification, à vrai dire, sur les IMF, je n'ai pas une bonne visibilité. Et puis, ça rejoint aussi la question de est-ce que dans la sous-région, il y a des institutions qui pratiquent déjà la facturage. Là aussi, j'ai plus l'information au niveau des banques. Au niveau des banques, moi-même, j'en ai fait. Et je connais aussi des banques de la place qui en font depuis des années. Et généralement, ça se passe plutôt bien, comme je l'ai dit au début, par rapport aux autres financements classiques, parce qu'elles sont sélectives en matière de payeur final. Vraiment, comme l'a dit le camarade Paul, au Burkina Faso, on ne dit plus monsieur ni madame, hein, on dit camarade. Hey, camarade. Ok, camarade. Même c'est nouveau, hein, c'est nouveau. La facturage, c'est nouveau. Hein? Oui, même dans les courriers officiels, on dit camarade, on ne dit plus monsieur le directeur ni monsieur le ministre, on dit camarade.
Comme l'a dit le camarade Fall, il faut vraiment être sélectif en matière de payeurs. Voilà. Et c'est ce qui est un peu appliqué. Je vois que ça se passe régulièrement bien. Moi, j'en ai fait plusieurs fois. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'impayés ni de difficultés. Grâce à Dieu, tout se passe bien. Je pense que si l'accent est mis sur ces éléments, normalement, tout devrait bien se passer. Mais en termes de tarification, comme j'ai dit, moi, je pense que c'est vrai de faire un benchmark dans vos environnements respectifs pour savoir un peu qu'est-ce que les autres font et puis pour pouvoir fixer une tarification interne. Comme on a dit, il faut toujours faire l'étude de marché. Ça va vous permettre de pouvoir fixer une tarification interne qui respecte, qui convient au client et qui aussi convient à l'IMF. Comme on a dit, il faut chercher le bon équilibre. Voilà. Sinon, moi, dans la pratique, j'ai pas de tarification fixe. Ma tarification est fonction du client. Il y en a qui ont des conditions préférentielles. Il y en a aussi où on essaie de discuter au cas par cas. Je préfère aller sur cette base que d'avoir une tarification standard. Il y a le standard de la référence. Les fourchettes pour les taux d'intérêt, les fourchettes pour les commissions que vous pratiquez, vous en avez, ça varie de combien à combien? Comme il s'agit d'affacturage où le risque est un peu moindre par rapport aux autres financements, les taux sont relativement un peu plus bas. On va dire on est autour de entre 7-8% à 10%. Le taux standard est autour de 13%. Donc, mais bon, très rarement, on va très rarement sur le taux standard, entre 7% et 10%. Et même là, il y a certains clients qui essaient de tirer un peu vers le bas pour aller vers 5-6. Mais bon, on a aussi un produit qu'on appelle escompte de traite avalisé, qui est encore plus sécurisé. Et là, on ne veut pas donner le taux de l'escompte de traite avalisé, le même taux que la facturage. Donc, on essaie quand même d'avoir une différence. Les taux d'intérêt que vous avez donnés là, c'est annuel. Moi, je parle de l'expérience bancaire. Malheureusement, sur les IMF, je ne peux pas donner de précision comme ça. Mais ce que je dis, c'est vraiment l'expérience bancaire. Mais ce que moi, je vous recommande, c'est vraiment de faire... C'est annuel, hein? Oui, c'est l'an hors taxe. Ok, d'accord, super. Alors, on va rapidement revenir sur la question de digitalisation. Comment vous voyez, quel est le rôle, comment la numérisation des process ou des services peut intervenir dans la facture? Comment vous voyez ça? Oui, au niveau de c'est une très belle question. Je crois que c'est le camarade Constant qui a posé la question. Oui. C'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, la digitalisation est un sujet d'actualité, surtout pour les institutions financières, les IMF, les banques. Donc, digitaliser les opérations, y compris la facturage, c'est vraiment un enjeu majeur. Et moi, je pense que c'est possible de le faire. Et ce que je vois déjà, ça va permettre même de donner plus de sérieux et plus d'image à nos clients. Et ça va permettre aussi de sécuriser les transactions. Je prends par exemple le cas où on arrive à digitaliser les factures des clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, les factures sur l'État ou sur certaines institutions, on a la possibilité de se connecter en ligne et de les consulter, par exemple. En ce moment, et même les confirmations, à partir de là, si on arrive à confirmer les factures en ligne, déjà, elles sont en ligne. C'est un peu comme au niveau de la bourse, hein, les sociétés cotées en bourse, par exemple. Quand vous financez une société cotée en bourse, il y a certaines informations que vous n'avez même pas besoin de lui demander. Du moment où elle est cotée en bourse, ces informations sont disponibles de façon digitale en ligne et autres. Donc, par exemple, pour la facturage, on peut digitaliser
tout ce qui est facture et même l'information. Parce qu'aujourd'hui, si un client vous cède une facture et qu'il passe par derrière dans le but d'aller vouloir céder la facture à une autre, ou une facture qu'il a cédée à quelqu'un, à une IMF, et qu'il vient vous récéder, parce que j'ai parlé de ça, les doublons de financement, qui est un risque majeur, s'il vient vous récéder la même facture et qu'il n'y a pas de moyen digital de vérifier que cette facture-là est déjà financée dans une opération d'affacturage quelque part. Bon, vous êtes là avec cette facture, vous n'avez aucun moyen de vérification. Vous voyez que s'il est de mèche avec le payeur, bon, ils vont vous mettre vraiment en difficulté. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut mettre en ligne tout un certain nombre de documents, même pour, ça rejoint un peu aussi la question de l'analyse des payeurs. Aujourd'hui, nos grandes entreprises, nos top corporates qui sont des grands payeurs, on doit pouvoir, à partir de la digitalisation, sans même se déplacer, avoir des informations financières sur elles qui vont permettre de pouvoir mener des analyses sur elles. Aujourd'hui, si vous recevez une facture pour affacturage, si le payeur est dans vos livres, Dieu merci, je prends par exemple Orange, Orange Téléphonie. Si vous avez Orange dans vos livres et qu'Orange, vous avez des factures tirées sur Orange en affacturage, Orange étant votre partenaire, vous pouvez l'accéder facilement pour avoir ses états financiers, pour avoir un certain nombre d'informations. Mais lorsque le payeur n'est pas dans vos livres, il n'est pas votre client, c'est difficile. En n'étant pas votre client, ce n'est pas évident qu'il puisse vous donner certaines informations. Si vous avez besoin, par exemple, de ses états financiers pour analyser sa santé financière, n'étant pas votre client, ce n'est pas évident qu'il puisse vous les donner. Mais si c'est digitalisé et que vous avez accès directement à ces informations en ligne, ça facilite votre transaction et l'information est partagée pour tous et elle est fiable en ligne. Donc, je pense qu'il y a lieu de réfléchir vraiment, toutes les IMF, tous les acteurs, de réfléchir et voir comment on peut implémenter des produits digitaux pour faciliter nos opérations d'affacturage. Et même pour les paiements, voilà, la traçabilité des paiements en ligne peut être plus simple si lors du paiement, au lieu de remettre un chèque ou un ordre de virement manuel, s'il est fait en ligne, il y a toujours moyen de tracer le paiement et s'assurer que voilà, il a été fait et que cette facture est close. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Je pense que moi, je ne vois pas ça comme une question, mais je vois ça vraiment comme une interpellation pour nous tous. Et réfléchissons pour voir comment on peut vraiment développer les produits digitaux pour faciliter nos opérations et sécuriser nos opérations d'affacturage. Merci beaucoup, M. Kissou. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, non, monsieur, parce qu'on ne va pas profiter trop de la générosité de M. Kissou. Allez-y rapidement. Oui, je vais aller rapidement. Oui, monsieur Kissou, est-ce que vous pensez que pour sécuriser les transactions, est-ce que vous pensez qu'on peut faire recours, je ne sais pas, au notaire, par exemple, ou au tribunal pour la certification des factures, ou bien vous pensez que ce sera des démarches qui viendront encore alourdir déjà le processus? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport au financement des entreprises. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de Orange. Est-ce que vous pensez que une IMF peut financer une PME qui n'est pas dans son portefeuille? Est-ce que le risque n'est pas vraiment grand? Est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal, c'est qu'avant de financer peut-être une facture, c'est de contraindre la PME à domicilier peut-être, ou bien à ouvrir un compte dans l'IMF? Et dernier point que je voulais soulever, est-ce possible, je ne sais pas, d'avoir votre contact WhatsApp? Je voudrais creuser un peu plus le sujet avec vous par WhatsApp. Merci bien. OK. Merci beaucoup, cher camarade Constant. Ou c'est Constantin? C'est un peu coupé, d'accord. Constantin. Merci beaucoup. D'abord, pour sécuriser les factures, je pense que vous dites bien vraiment ce qu'il faut faire. Bon, comme on est dans un webinaire, on ne peut pas tout développer.
Peut-être si c'était une formation, vraiment, on allait prendre point par point pour développer tous les rouages et toutes les, déjà une meilleure connaissance même du produit. À partir de là, vont découler une meilleure connaissance des risques et les moyens des facteurs d'atténuation et comment est-ce qu'il faut faire pour bien baliser, qui il faut financer. Tout ça, on allait regarder. C'est pour ça, bon, c'est un point. Déjà, le point que vous évoquez est très important. Comme on a dit, il faut sécuriser la transaction. Donc, il n'est pas exclu, et c'est ce qui est recommandé, en fonction pas forcément systématiquement, mais en fonction de la qualité du payeur ou du client ou de la transaction, vous pouvez avoir recours à un notaire, par exemple. Puisque dans la facturage, c'est vrai, il y a la facture qui est cédée, mais il faut dire que la facturage est beaucoup basée sur la documentation. Il y a un certain nombre de conventions et d'actes juridiques qu'il faut formaliser ou encadrer la transaction. C'est ce qui la rend un peu différente des autres de financement classiques. Et ces actes sont très souvent tripartites. Ça veut dire que le payeur aussi intervient dans la formalisation et la signature de ces actes-là. Donc, pour mieux encadrer, pour mieux impliquer tous les acteurs, vous pouvez par exemple passer par un notaire pour formaliser les actes. On sait tous que quand les actes sont formalisés par un notaire, ça donne encore plus de sérieux, de crédibilité, et le notaire peut être interpellé pour intervenir dans l'interprétation ou en tout cas, dans un certain nombre de diligences en cas de soucis. Donc, il n'est pas exclu. Comme je le disais, c'est vrai que c'est un type de financement nouveau qui a ses particularités, mais vous pouvez intégrer ces éléments comme aussi prendre une garantie additionnelle. Tout ça, vous pouvez l'intégrer pour mieux sécuriser votre transaction. Et comme je l'ai dit, peut-être que vous ne le ferez pas systématiquement pour tous les clients parce que ça comporte un coût. Si vous passez par un notaire, quand vous formalisez vos garanties, vos conventions par voie de notaire, par voie notariée, il y a forcément un coût. Après, il faut se poser la question qui va supporter le coût, le client ou l'IMF. Il y a toujours moyen de répercuter ça sur le client ou peut-être jouer aussi sur les taux ou les conditions de financement pour que ça soit plus souple pour le client. Aussi, les factures autres, vous avez la possibilité de les faire nantir. Les contrats du client, vous pouvez les faire nantir, ça vous sécurise encore davantage. Une fois que c'est nanti, si le client fait l'objet de saisie par le fisc, par les impôts ou par d'autres voies de recours, dès que la créance est nantie, la créance est sécurisée. Mais si la créance n'est pas nantie, par exemple, et que le client a une saisie, bon, la saisie peut toucher ses créances et vous n'aurez pas finalement le paiement ou vous aurez une partie du paiement. Moi, j'ai déjà vécu cette situation et c'était pas simple. Il fallait recourir au client pour avoir d'autres. Heureusement que le client était de bonne foi. Là, il nous a remis d'autres factures pour combler le. Mais la créance, la facture qu'il nous a donnée faisait partie d'une saisie. Et comme le nantissement n'avait pas été fait parce que bon, on avait plus confiance en lui, le paiement a été saisi. Bon, pas toute la somme, mais une partie du paiement. Donc, il y a eu une coupure sur son paiement et il n'a pas reçu la totalité de la somme. Pardon. Donc, je suis parfaitement d'accord. Vous pouvez recourir aux notaires, aux juridictions, aux services d'impôt pour les enregistrements, les nantissements des contrats, des factures et autres. Ça va permettre encore plus de sécurité. Et comme je l'ai dit, peut-être dans une formation ou dans des échanges B2B, on pourra se donner plus d'idées. Deuxièmement... Merci beaucoup, monsieur Kissou, pour cette présentation. Je voulais apporter une précision parce que dans la question de Constantin, il a parlé de client. Le client doit être... L'entreprise doit être client de l'IMF avant le financement. Oui, c'est toujours recommandé. Mais ce que moi je disais, dans l'exemple que je prenais sur la téléphonie, sur Orange, c'est plutôt le payeur. Si Orange est le payeur, puisque forcément,
l'entreprise qui vient vous demander de la facturage doit être client. Forcément, il doit être client dans vos livres. C'est parce qu'il est votre client qui vient vous solliciter. Mais le payeur de la facture, donc je prends votre client Alpha, qui vient vous solliciter une facturage sur une facture de 100 millions, qui est tirée sur Orange. Orange n'est pas client chez vous. Il est le payeur, mais il n'est pas client chez vous. Mais Alpha est votre client, Alpha va prendre le crédit. Vous voulez analyser la solvabilité de Orange. C'est ce que j'ai dit, n'étant pas client dans vos livres, souvent c'est un peu difficile pour vous d'avoir certaines informations sur Orange. Parce que même si vous les demandez, n'étant pas vos clients, ils seront réticents à vous les donner. Mais si Orange était client dans votre livre au même titre qu'Alpha, ça devient encore plus intéressant pour vous parce que vous connaissez Orange comme client, vous savez comment est-ce qu'il fonctionne et il a un interlocuteur dans l'institution par qui vous pouvez passer pour avoir les informations et les documents sur Orange. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de dire. Sinon, pour faire l'opération d'affacturage, il faut que l'entreprise qui sollicite la facturage soit cliente dans vos livres. C'est l'une des conditions premières. Merci. Merci, M. Kissou, pour vraiment cette disponibilité à partager les expériences sur la question d'affacturage. Je pense qu'on a abordé cela de loin là. Maintenant, on verra dans les prochains jours avec M. Kissou comment proposer une offre de formation pour permettre d'aller dans les détails, comme il a dit lui-même. Je ne sais pas, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a pas vraiment beaucoup d'expérience encore dans le secteur de la microfinance. Et donc, comme il a recommandé, il faut y aller tout doucement, donc respecter les étapes classiques de développement de produits, commencer par un secteur, un test pilote pour bien comprendre les choses avant de pouvoir les généraliser. Alors, un dernier mot pour conclure ce webinaire. Monsieur Kissou, vous avez un dernier mot pour finir avec. Oui, oui, pour conclure, moi je retiens 3 idées essentielles. Premièrement, il faut noter que l'affacturage n'est pas seulement un nouveau produit, c'est une nouvelle manière de financer nos entreprises. Deuxièmement, la nouvelle réglementation offre aux IMF une opportunité historique, voilà, de diversifier leurs activités tout en répondant bien sûr de façon concrète aux besoins des PME. Et enfin, il faut noter aussi que l'affacturage, c'est un métier à part entière. Alors, donc, il requiert une bonne maîtrise des aspects juridiques, des aspects financiers, des aspects opérationnels et de la gestion des risques. Et la réussite d'une activité d'affacturage repose vraiment autant sur les ressources financières, mais aussi sur la qualité des équipes. C'est pourquoi moi, j'encourage vraiment les dirigeants, les responsables et tous les acteurs des IMF, à se former dès maintenant sur le métier de l'affacturage. Se former aujourd'hui, c'est vraiment se préparer à offrir demain un service innovant et sécurisé et créateur de valeur. Voilà. Et les IMF qui commenceront à se préparer dès aujourd'hui, forcément, elles prendront une longueur d'avance sur les autres lorsque ce marché va devenir en plein développement. Et ces IMF aussi vont disposer d'un avantage concurrentiel certain, quoi qu'on dise. Sur ce, je vous remercie vraiment. J'ai apprécié les échanges, les interactions et je reste vraiment disponible. Pour ce qui concerne le WhatsApp, c'est le +226 76 25 26 54. +226 76 25 26 54. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions pour la disponibilité, la générosité avec laquelle vous avez animé. Vous êtes intervenu dans ce webinaire. Je pense qu'on a abordé la question. On va se retrouver peut-être encore d'autres occasions pour parler de ça en plus détaillé, pour renforcer les capacités des institutions, pour les aider à vraiment se lancer. Comme vous l'avez dit,
Il ne s'agit pas d'un nouveau produit, mais c'est une nouvelle manière de financer nos clients et qui a en même temps une opportunité historique pour la viabilité, pour le rendement des institutions. Nous continuons toujours dans ce que nous savons faire, ce que nous avons décidé de faire. Donc, notre prochain appel, c'est sur le coaching des équipes. C'est pour le samedi prochain. C'est demain la fin des inscriptions. Nous avons aussi notre AFEP. La fin des inscriptions, c'est pour le vendredi et nous serons heureux de recevoir vos équipes et vous-même dans ces différents ateliers. Merci à tous. Merci à TechnoServe pour l'intérêt manifesté pour notre webinaire. Nous sommes disponibles à collaborer pour renforcer les compétences de vos partenaires dans ce domaine-là. Merci une fois encore, M. Kissou, pour la disponibilité. On se dit à la prochaine et bonne soirée à tous. Bonne soirée.